Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de Wakfu, et oui, les copains de cette saga qui a réussi l'exploit d'être à la fois mémorable, mais aussi, et parfois, à côté de la plaque. Le tout en même temps. C'est quand même assez impressionnant, parce que c'est tout de même une série qui, devant un monde riche, des enjeux énormes, et des personnages censés évoluer, mais qui, de temps en temps, part en roue libre. Un peu comme un caddie sur une pente. Mais avant ça, petit détour rapide et vraiment rapide, vous inquiétez pas, pour poser le décor, parce que Wakfu, ça sort pas de nulle part. À la base, t'as Ankama, un studio français, Cocorico, attention, qui s'est d'abord fait connaître avec Dofus, un jeu en ligne, un MMORPG, qui, on va le dire, a traumatisé toute une génération de joueurs, avec ses bouffetous, ses kamas et ses heures perdues à farmer des objets avec un taux de réussite digne d'une météo bretonne. Et Wakfu, en fait, voilà, pour aller vite, c'est la suite spirituelle de tout ça. Même univers, le monde des 12 et tout, mais dans le futur, attention, on prend les mêmes bases, on avance dans le temps, et let's go, emballer c'est pesé. On essaie de raconter quelque chose de plus grand, de plus narratif, et sur le papier c'est une super idée. On a transformé un univers de jeu en vraie fresque animée. Mais sauf que voilà, moi je vais être honnête avec vous directement, le truc qui m'a fait dire, ok, d'accord, c'est une série dont je vais me souvenir. Voilà, ce truc quand même, oui, propose quelque chose d'unique. Justement, cet élément dont je parle, ce n'est pas un arc narratif, c'est pas une saison non plus, et pas le visuel, c'est pas la musique, non, c'est un personnage, et ce personnage, c'est Nox. C'est-à-dire que le mec porte littéralement la majorité de l'intérêt de la saga sur ses épaules, que ce soit son histoire, sa motivation, sa tragédie. C'est du solide, c'est même tellement solide que le reste à côté, ça donne parfois l'impression d'être, là pour meubler. Pas toujours, mais souvent assez pour que ça se remarque. Parce que Wakfu, c'est surtout une série qui oscille en permanence, entre un coup brillant et un coup bancal. Ça peut te sortir un arc vraiment marquant, pour derrière te balancer des choix d'écriture des plus douteux. D'accord? Et donc, on va reprendre tout ça, tranquillement, saison par saison. Ne vous inquiétez pas, posez-vous les copains, ça va bien le faire. On va voir où ça a fonctionné, on va voir aussi où ça a déraillé, et surtout, on va voir comment une série avec autant de potentiel a pu, plus d'une fois, se tirer des flèches dans le pied, avec pas mal de régularité. Et là-dessus, à la limite, ça force un peu le respect. Mais avant de commencer, les gars, si vous voulez soutenir la chaîne et m'encourager, surtout que je poste tous les jours comme vous le savez, abonnez-vous, mettez la cloche, likez la vidéo, objectif 100K avant la fin de l'année, parce qu'on y est presque, je compte sur vous, il faut mettre la fameuse Daronne à l'abri, et le fameux Yaji Baby à l'abri. Alors sans plus attendre, c'est parti. Donc, la saison 1, les copains. On est en l'an 981, Yugo, notre protagoniste, est un gamin adopté, élevé tranquillement par Alibert, un aubergiste, dans une ambiance simple et des plus posées. Et jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'un jour, le gosse découvre qu'il peut créer des portails pour se téléporter. Un peu comme toi qui ouvre des yaourts. Et on apprend de ce fait qu'il appartient à une race ancienne appelée les Héliatropes, d'accord? Donc des êtres liés à une énergie magique appelée le Wakfu, qui est donc la force vitale du monde. Et à partir de là, Yugo part à l'aventure, pour comprendre d'où il vient. Il est accompagné par un groupe qui devient la confrérie du Tofu, avec Tristepin, un guerrier un peu idiot mais courageux, Ruel, un vieux chasseur de trésors obsédé par l'argent, Évangéline, une archère sérieuse et protectrice, et Amalia, une princesse au caractère bien trempé. Bon, vous l'aurez compris, tous ces personnages sont extrêmement clichés. De toutes les manières, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'intérêt principal de la série. Voilà, les personnages sont anecdotiques dans le meilleur des cas. Non, ce qui est intéressant dans cette série, voilà, c'est 3 lettres, c'est un N, c'est un O, c'est un X, c'est Nox, puisqu'ils doivent l'affronter. C'est un ennemi capable de manipuler le temps. Son but est de voler le Wakfu, donc littéralement l'énergie du monde, pour remonter dans le passé et corriger une certaine erreur tragique de sa vie. Bon, encore une fois, je le répète, Wakfu pour moi c'est Nox. Mais bon, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent être intéressants, et d'autres éléments qui ne le sont pas du tout. Mais bon, de toutes les façons, voilà, on va en parler, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est propre, d'accord ? Sur le papier, encore une fois. Sauf que le problème, c'est que la série a décidé de faire du tourisme narratif, puisque la première moitié de la saison, c'est moins une aventure qu'un catalogue. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression que chaque épisode me disait que, tu sais quoi, l'intrigue c'est bien, mais on va faire autre chose. Voilà, entre le tournoi de Bouffe Ball, les quêtes random sans rapport avec Nox, voilà, j'en passe et des meilleurs. Écoutez, l'intrigue principale avance à la vitesse d'un chariot à l'arrêt et sans roue. C'est-à-dire que tu sens le méchant au loin, et t'as envie qu'on s'intéresse au méchant au loin, parce que c'est la seule chose de bien dans la série. Mais entre-temps, t'as quand même fait 3 brocantes de fêtes de village et un détour inutile chez des PNJ. Et quand enfin, on arrive au combat final contre Nox, moment censé être le climax, ça dérape un peu. C'est-à-dire qu'il y a une créature sortie nulle part qui débarque en plein duel pour distraire Yugo, voilà, sans prévenir, sans explication. C'est littéralement le scénario qui tousse et balance un truc en mode non mais tiens prends ça, on n'avait plus d'idées.
idée. Bon bah oui, t'as quand même un affrontement chargé émotionnellement, et on te glisse un cheveu dans la soupe. Sauf que bon, au-delà du cheveu, c'est surtout un lama entier qu'on t'a glissé dans la soupe. Et le ton, bah il joue aussi contre la série, c'est très enfantin, parfois trop enfantin, ou alors ça insiste tellement que finalement ça tombe quand même à plat. Parce que si on prend Personnel par exemple, bon bah c'est le pote drôle, sauf qu'au quotidien c'est surtout le gars qui te fatigue après 10 minutes. Hugo, bon voilà, c'est le personnage extrêmement naïf, qu'on peut voir dans pas mal, voilà, que ce soit les shonen, que ce soit des séries occidentales, voilà, à l'intention des plus jeunes, pas très intéressant, les archétypes sont extrêmement clichés, écrits au marqueur ultra épais, sans même parler, voilà, du côté visuel, parce que, bon, l'animation Flash fait le taf, mais c'est rigide dans le meilleur des cas. La majorité des combats manquent de fluidité, notamment contre les polters et les premières créatures de Nox. T'as pas mal de moments où les personnages bougent comme des figurines qu'on aurait légèrement secouées. Ça casse pas mal l'intensité, voilà, bon. Après, comme je l'ai dit, Nox est un antagoniste absolument extraordinaire, que ce soit son obsession, son désespoir, sa motivation. Ça donne une vraie profondeur à l'ensemble. Le dernier épisode est glaçant. Voilà, de toutes les manières, je vais en parler tout de suite, hein. Mais voilà, c'est ironique, parce que le méchant est la chose la plus intéressante de la série. C'est un peu comme si t'allais dans un restaurant et que, ok, on te donnait un dessert incroyable, sauf que c'est servi après 40 minutes de salade tiède. Donc, ok, t'es content de taper dans un bon dessert, mais tu te poses quand même des questions. Je veux dire, qui est la personne qui a fait la salade et qui est la personne qui a fait le dessert? Et est-ce que ces deux personnes sont en communication? Donc, je me pose la question aussi, hein. Qui sont les scénaristes qui ont écrit Hugo et ses amis? Et qui sont les scénaristes qui ont écrit Nox? Et est-ce que ces deux entités sont en contact? C'est la question que je me pose parce que je ne peux pas imaginer que ce soit la même personne. C'est impossible. Et justement, parlons maintenant de Nox et expliquons pourquoi c'est le GOAT. Parce qu'il faudrait quand même le dire. Et ensuite, vous inquiétez pas, on passera à la saison 2, 3, 4, il n'y a pas de souci. Imaginez un mage temporel, un mage du temps, entre guillemets, dont le corps est enfermé dans une armure, une coquille vide, dont la chair a pourri il y a bien longtemps. Là, il s'agit d'un esprit hanté, d'un fantôme dans une machine, pour ainsi dire. Et lorsqu'on nous présente Nox pour la première fois, il ressemble juste à un méchant de cartoon à la Scooby-Doo, dénué de nuances, totalement manichéen, c'est-à-dire qu'il dit des choses menaçantes, fait des actions maléfiques, et agit comme un vilain standard, sans aucune profondeur, sans aucune tridimensionnalité. Voilà, bon, c'est le grand méchant pas beau. Pourtant, lorsqu'on introduit un personnage de manière efficace, bah, il faut quand même que sa première apparition donne une idée claire de qui il est. Et étonnamment, en ce qui concerne Nox, eh bien, Wakfu, contre toute attente, réussit cela avec brio, et la suite révélera pourquoi, puisque Nox, on l'apprendra plus tard, a plus de 200 ans. Ses pouvoirs impressionnants viennent principalement d'un artefact mystique et des plus Lovecraftiens, l'Héliacube. Alors, cet objet lui confère une connaissance infinie, de la puissance absolument extraordinaire à n'en plus savoir qu'en faire, mais aussi une folie assez insidieuse. Le plan de Nox est simple, presque caricatural, siphonner l'énergie de toute forme de vie afin d'accumuler assez de puissance afin de lancer un sort titanesque. Et donc, aux yeux des protagonistes de Wakfu, eh bien, Nox n'est jamais qu'un méchant en 2 dimensions, un méchant sans aucune qualité rédemptrice, un simple obstacle à éliminer. Sauf que derrière le masque, eh bien, on aperçoit un peu d'humanité, puisque l'une des premières actions de Nox est de voler une partie de la force vitale du père adoptif d'un des héros. Plus tard, lorsqu'il revient pour semer le chaos, il surprend tout le monde en lui rendant cette énergie. Mais ce n'est pas un acte de bonté, en fait, il pose une question troublante. Si vous pouviez réparer une erreur irréparable au prix de quelques vies, le feriez-vous ? Il avoue ensuite qu'il ne sait même pas lui-même pourquoi il a épargné cet homme. En fait, il voulait que quelqu'un sache à quel point il souffre de ce qu'il s'apprête à faire au monde. Et c'est là qu'on découvre pour la première fois une lueur de profondeur chez ce personnage. Comme Ahab dans Moby Dick, Nox agit selon un impératif moral tordu. Sa quête obsessionnelle l'a dévoré de l'intérieur, transformant sa moralité en une tragédie autodestructrice. Et ce qui le rend encore plus captivant, c'est qu'il est pleinement conscient de l'horreur de ses actes. Et bien sûr, la question que l'on se pose lorsqu'il s'agit de Nox, c'est ok, le plan de Nox est simple, il veut siphonner toute l'énergie possible pour lancer un sort. Mais qu'est-ce que c'est que ce sort ? Qu'est-ce qu'il veut faire Nox en fait? C'est ça le problème. C'est-à-dire que les protagonistes ne se posent jamais vraiment la question de la nature du sortilège que Nox veut utiliser, mais justement, bah nous on se pose la question. Kezako, que veut faire Nox? Quel est son but finalement? Et justement, c'est un choix narratif très intéressant. Le fait que personne à part les spectateurs ne connaisse vraiment et réellement ses motivations. Parce que, encore une fois, pour le groupe principal du protagoniste,
Nox c'est juste un fou dangereux, un ennemi de plus à abattre. Et le seul personnage qui s'approche un peu d'une compréhension, ne serait-ce que partielle de Nox, eh bien c'est Grou Galoragran, un dragon lié à l'Héliacube justement. Et donc ce dernier veut récupérer l'Héliacube, conscient du danger qu'il représente. Nox en revanche souhaite tuer le dragon afin d'absorber son immense énergie, et donc additionner cette énergie à toute l'énergie qu'il a lui-même rassemblée pendant ses 200 ans, afin de pouvoir lancer le fameux sort qu'il a envie de lancer. Pourtant, Nox lui dira lui-même, il ne connaît même pas vraiment la vraie nature de l'Héliacube. Et d'ailleurs, ça montre à quel point cet artefact a pris le contrôle sur Nox. Et le truc c'est que plus la série avance, et plus le véritable objectif de Nox semble de plus en plus mystérieux et semble de plus en plus incompréhensible. Lors du combat spectaculaire entre Nox et Grou Galoragran, Nox révèle enfin ses motivations, mais en réalité, on les comprend encore moins. Parce qu'en tant que mage du temps, en tant que mage temporel, Nox croit qu'en accumulant assez d'énergie, il pourra lancer un sort capable de remonter l'histoire jusqu'à un moment précis, effaçant ainsi tous les crimes qu'il a commis. Chaque nation détruite, chaque vie volée, chaque douleur causée, tout disparaîtrait. Et tous ces péchés, évidemment, n'auraient jamais existé. Et le monde ne se souviendrait même pas de ces atrocités, en fait, puisqu'elles n'auraient jamais existé dans cette timeline. Évidemment, on se demande, mais alors, si t'as juste envie de racheter tes crimes, pourquoi les avoir faits de base? Ça n'a aucun sens. D'autant que Nox explique que cette idée lui est venue de l'Héliacube, quand on lui a parlé il y a de cela 2 siècles. Pourtant, pour Grou Galoragran, cela n'a aucun sens, et en réalité, même pour nous, ça n'a aucun sens. En des milliers d'années, il n'a jamais vu l'Héliacube posséder une volonté propre, l'Héliacube n'a jamais parlé à personne. De plus, il affirme que remonter le temps est tout simplement impossible, même pour la divinité du temps, c'est-à-dire Xelor. Mais Nox, lui, est convaincu qu'il peut surpasser même la divinité du temps et accomplir lui-même l'impossible. Et justement, le combat se termine sur une impasse tragique. Le dragon meurt, mais Nox est toujours incapable de récolter son énergie. Et contraint de recourir à son plan B, Nox décide d'anéantir une race entière pour atteindre son objectif. Il me semble d'ailleurs que c'est les Sadidar. Et une fois de plus, il déclare que même s'il doit tuer des millions d'individus, sa réussite effacera toutes les souffrances. Et il sera le seul à porter le poids de ses actes, puisque à la fin, si son plan réussit à aller à fruition, il sera le seul à se rappeler de tout ça. Et donc là, on voit une véritable dualité dans ce personnage de Nox. D'autant plus qu'avant de mourir, Grou Galoragran perçoit un peu de l'homme qu'était Nox autrefois. Sous son masque de méchant, il n'est jamais que quelqu'un rongé par la douleur et le désespoir. Le dragon comprend que l'image du mage du temps maléfique que Nox essaie de s'approprier n'est jamais qu'un rôle qu'il a choisi pour justifier ses actes. Mais Nox rejette cette analyse, déclarant que si son plan est impossible, alors le monde peut brûler avec lui. Ainsi, Nox devient une figure profondément humaine, un homme brisé par une perte insurmontable. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qui s'est passé, en tout cas à ce moment-là de la série, cherchant désespérément une rédemption qui est en réalité impossible. Cette dualité entre le tyran qu'il prétend être et l'homme brisé qu'il est réellement fait de Nox un personnage des plus mémorables, des plus tragiques. Et justement, lors de l'épisode spécial Noximilien l'horloger, qui a d'ailleurs été animé dans un style totalement différent pour vraiment marquer le coup, eh bien dans cet épisode, on apprend justement l'histoire de Noximilien, un inventeur sans prétention. Ce type-là, qui est donc un père de famille, qui vit modestement dans une maison en bord de mer avec sa femme, leurs 2 enfants et leur chien, est tout à fait standard. Et bien qu'ils soient pauvres, ils sont heureux. Noximilien se bat constamment contre son anxiété de ne pas être à la hauteur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais son amour pour eux et leur soutien inconditionnel sont au centre de sa vie. Un jour, en cherchant leur chien perdu, Noximilien découvre l'Héliacube. Ce mystérieux artefact, objet de fascination et de malédiction, bouleverse sa vie. Et en tant qu'inventeur, il est captivé par le potentiel du cube. Son esprit s'éclaire et il est traversé de sortes d'éclairs de génie, devenant de plus en plus brillant et plus productif que jamais. Je perçois un monde que je ne voyais pas avant. Je me sens plus intelligent et plus fort. J'ai même parfois l'impression de pouvoir parler au cube. Mais cette obsession le consume et lentement, Noximilien se coupe de sa famille, perdant la notion du temps et ses priorités. Et là, il s'agit bien évidemment de la descente aux enfers de Noximilien. Parce que malgré les tentatives de sa femme pour le ramener à la réalité, Noximilien sombre. Lorsqu'elle décide de quitter la maison avec leurs enfants pour s'installer chez sa sœur, elle lui laisse une dernière chance de venir avec eux. Mais l'Héliacube murmure des promesses à l'oreille de Noximilien. Juste quelques jours de plus, et tout sera réglé. Et évidemment, Noximilien cède à ses illusions et reste seul. Le temps passe, le temps coule, il s'écoule, et malheureusement, lorsque le propriétaire qui louait cette maison à Noximilien revient des mois plus tard, la maison est dans un état étrange, presque hors du temps. Noximilien émerge enfin, défiguré. Son corps et son esprit ravagés par les effets de l'Héliacube. Mais ce n'est pas tout. Le propriétaire lui annonce une nouvelle dévastatrice. Un désastre naturel a englouti l'île où sa famille s'était réfugiée, et donc, évidemment, sa femme et ses enfants sont morts.
Pour Noxymilien, cette révélation est insupportable. Il réalise que la mort de sa famille est juste de sa faute, mais au lieu d'accepter la douleur, au lieu d'accepter sa responsabilité, il choisit plutôt la folie. Il rejette son humanité, tire un trait sur son identité d'humain et endosse volontairement le masque de Nox, un être maléfique prêt à défier les dieux eux-mêmes, prêt à défier le monde. Il jure de remonter le temps et de tout réparer, quel qu'en soit le prix, même si ça doit durer plus de 200 ans. Contrôler l'espace entre chaque seconde pour réduire le temps, plier le monde, effacer l'histoire de ma vie et réécrire un avenir sans limite. Je peux les ramener. Et donc justement, on revient là où on s'était arrêté, c'est-à-dire 200 ans dans le futur, où l'on voit Nox continuer de semer la terreur à travers le monde, anéantissant des nations entières afin d'accumuler assez d'énergie pour son grand projet, c'est-à-dire de revenir dans le passé et sauver sa famille. Chaque meurtre, chaque génocide est justifié par cette quête désespérée, effacer ses erreurs et ramener sa famille. Mais plus il avance, et plus Nox se perd dans son rôle de méchant, convaincu que seul le succès de son plan pourra expier ses crimes. Et finalement, au prix de la destruction totale de la nation de Sadida, Nox atteint son objectif, envers et contre tous. Contre toute attente, il parvient effectivement à faire l'incroyable. Il remonte le temps, prouvant que même la divinité du temps, Xelor, avait tort. Mais malheureusement pour Nox, le triomphe est de courte durée. Évidemment, le projet de Nox, c'était de remonter le temps de 200 ans dans le passé. Malheureusement pour lui, il y a un zéro qui n'est pas passé puisqu'il ne reculera jamais que de 20 minutes. Juste assez pour comprendre que tout ce qu'il a fait était vain. 200 ans de massacre, 200 ans de péché pour 20 malheureuses minutes. Cette réalisation le frappe de plein fouet. L'Héliacube ne lui a jamais parlé. Les murmures qu'il entendait étaient les siens propres, amplifié par sa propre folie. Nox n'a jamais été autre chose que Noxymilien, un homme brisé qui a fui ses responsabilités et qui a tué sa famille lui-même. Par proxy certes, mais leur sang est tout de même sur ses mains. Il n'y a pas de rédemption pour Nox, pas de miracle, seulement des regrets. Et avec un dernier souffle de lucidité, Noxymilien offre une simple excuse à ses victimes, qui d'ailleurs ne l'ont jamais et ne le comprendront jamais en réalité, et disparaît, son corps se désintégrant en poussière, dispersé sur les tombes de sa famille. Au final, Nox n'est pas juste un méchant de dessin animé. Son histoire est une tragédie classique, construite sur les fondations même de son caractère. Noxymilien n'était pas mauvais au départ, mais ses défauts, son obsession, son insécurité, sa fuite de ses responsabilités de père de famille dans le travail, ont été amplifiés par l'Héliacube, mais n'ont pas été inventés. C'est ça le truc. En réalité, l'Héliacube a seulement poussé un homme à se transformer en monstre qu'il a toujours finalement été. Et ce qui rend Nox si mémorable, c'est que son échec n'est pas dû à un héros ou à une intervention divine. Non. Nox a échoué parce qu'il est la cause de sa propre chute. Comme dans les tragédies grecques ou shakespeariennes, ses actions ont été dictées par son caractère, par sa personnalité, par son destin tragique qui était probablement inévitable. Et même dans un univers fictif, Nox incarne une leçon universelle. Parfois, nos pires ennemis sont les parties de nous-mêmes que nous refusons d'affronter. Et c'est pourquoi Nox est plus qu'un simple méchant de Wakfu. C'est un rappel poignant que, dans de quêtes désespérées pour réparer le passé, nous risquons souvent de perdre ce qui nous reste de précieux dans le présent. Bon, bah écoutez les amis, après ce petit interlude storytelling, je crois malheureusement qu'il est temps, oui, de continuer à parler de la série. Parce que c'est la saison 2, malheureusement, Nox est parti, on ne le reverra plus jamais, 3 fois hélas. Et on prend quelques mois après la défaite du GOAT, d'accord ? Et déjà, bah bon, il y a une bonne surprise, la série arrête de flâner. Heureusement. La confrérie se reforme, mais cette fois avec de vrais enjeux. Tristepin est possédé par Rubilax, donc le gars qui était déjà un peu imprévisible et donc qui devient une bombe à retardement. Evangeline se retrouve à porter tout un arc émotionnel sur ses épaules. Elle le fait pas super bien, mais bon, au moins elle essaie de le faire. Et pendant ce temps, bah, Yugo et Adamai plongent dans leur origine héliatrope via l'Héliacube, ce qui ouvre la porte à un truc assez vaste, hein, c'est-à-dire l'invasion des chouchous, la dimension démoniaque et au bout du tunnel Rouchou, qui nous attend un peu comme le boss final. D'un jeu auquel on voulait pas forcément jouer de base. Après bon, cette saison 2 fait quand même des trucs sympathiques. Déjà le rythme est mieux, d'accord ? On a retiré le frein à main, ça fait plaisir. Il y a moins de détours inutiles,
la plupart des épisodes veulent quand même servir à quelque chose. L'histoire avance, les enjeux montent, parfois maladroitement, mais tout est lié. Il y a moins cette sensation de regarder une playlist aléatoire comme dans la première saison. Il y a une vraie progression, il y a un fil rouge narratif entre les épisodes, ça c'est bien. Visuellement aussi, ça s'est amélioré, l'animation a fait un bond en avant, les combats deviennent fluides, dynamiques, franchement impressionnant, les affrontements ont du poids, de la lisibilité, c'est du bon spectacle, on sent que la série a pris confiance en elle. L'écriture aussi a pris un petit glow-up, bon après, l'écriture a pris un glow-up. Malheureusement, il n'y a plus Nox, donc bon, c'est vrai que ça fout le seum, et en termes d'écriture, forcément, bah oui, quand il n'y a plus le meilleur personnage de la série, ça fout un peu le seum, mais l'univers s'approfondit sérieusement avec les héliatropes, d'accord? On ne balance pas tout d'un coup comme un exposé indigeste, c'est dosé, c'est progressif, c'est intriguant, et surtout, bah le poids de la saison 1 est toujours là, puisque la défaite du GOAT continue de planer, comme une sorte de fantôme narratif. Ce qu'il a fait, ce qu'il a tenté, bah ça donne une gravité au monde, on sent que les actions ont des conséquences, et c'est précieux. Bon, les personnages aussi évoluent, bon, après, bah, on va pas se mentir, voilà, ce n'est pas du Shakespeare non plus, mais bon, il y a des vrais arcs. Comme je l'ai dit, Evangeline gagne une profondeur émotionnelle solide avec toute l'histoire autour de Tristopin, on n'est plus exactement dans la caricature de la saison 1, ça commence à ressembler à un dilemme, et puis il y a Kilby, c'est un méchant, bon, bah, c'est pas Nox, mais ça va, quoi, c'est le mec calme, intelligent, c'est logique dans sa folie, et sa trahison, elle fait mal, mais elle est construite, il y a un dilemme moral derrière, bon, c'est pas fou encore une fois, mais vas-y, je veux dire, au moins c'est pas manichéen, enfin c'est pas totalement manichéen. Je veux dire, tu peux pas vraiment dire ouais c'est un méchant et les autres c'est les gentils. Voilà, t'es obligé de réfléchir et ça c'est le genre de truc qui élève toute une saison et même le final contre Rouchou est pas mal aussi. C'est intense, c'est mérité, t'as suivi le chemin, t'as vu les enjeux monter et quand ça explose bah t'es dedans. Écoutez, cette saison 2 elle est sympa, un peu brouillonne sur les bords mais elle est sympa. Tu sens quand même que voilà, il y a une volonté de mieux faire, les choses sont faites sérieusement, c'est plus cohérent, plus mature, plus spectaculaire. Moi, évidemment, bon, j'ai moins aimé cette saison parce que voilà, je veux pas répéter, mais Nox n'est plus là. Forcément, c'est compliqué, mais je dirais qu'en termes, comment dire, objectif, c'est la meilleure saison. Voilà, c'est la meilleure saison, c'est pas ma saison préférée, mais c'est la meilleure saison, objectivement parlant. Bon, on passe aux OAV. D'accord? Et oui, là je vais vraiment en parler de tout. Hein. Puisqu'on se retrouve 6 ans après Kilby, et déjà rien que ça, bon, ça sent le gros, ellipse narrative, débrouille-toi avec ça. Le monde est en PLS à cause des larmes de Grèce qui inondent le royaume Sadida. Donc voilà, ambiance fin du monde, version dégâts des eaux. Et la confrérie du tofu repart en mission, direction les Sidofus et Héliatropes, d'accord? Et l'objectif c'est de stopper la catastrophe, affronter le comte Harbour, oui, c'est un calembour, et survivre à des environnements, oui, qui donnent envie de rester chez toi sous un plaid. Alors sur le principe, ça devrait être un arc épique. Le problème, c'est que c'est pas épique. Tout repose sur des raccourcis scénaristiques qui se voient comme un nez au milieu de la figure, c'est-à-dire que les révélations arrivent pile quand il faut, les coïncidences s'enchaînent avec la précision d'un train, sauf qu'on n'est pas dans un train et que les rails n'existent pas. T'as des retournements, voilà, que tu vois venir à 10 km, et quand ils arrivent, bon, tu dis pas waouh, tu dis ouais, mais bon, évidemment. Ça manque de finesse, ça force le destin comme un joueur qui recherche sa partie jusqu'à obtenir le bon résultat. C'est, comment dire, ce sont les OAV du safe state, d'accord? Après, visuellement, on prend une petite claque, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire que le design est simplifié, notamment à cause du budget, les personnages perdent leur ombrage, et du coup, ça paraît plus plat, moins riche. C'est un peu comme passer d'un plat bien assaisonné à des pâtes nature. Ça nourrit, mais t'as pas vraiment envie d'applaudir le chef. T'as juste envie de le balayer et de lui donner des coups de marmite dans la tête. Surtout quand tu sors d'une saison 2 qui, bon, avait clairement monté le niveau. Et le rythme, bon, on est passé du rythme extrêmement lent dans la première saison à un plutôt bon rythme bien équilibré dans la saison 2, sauf que là, en fait, ça a continué d'accélérer. Donc là, c'est plus équilibré, là, c'est trop rapide. C'est le total contraire, oui, de la première saison. C'est le festival du vite, vite, on a pas beaucoup d'épisodes. Voilà. Tout est compressé, les arcs secondaires débarquent, font coucou, puis disparaissent. T'as même pas le temps de comprendre pourquoi ils étaient là, t'as même pas le temps de leur dire bonjour, au revoir. Il y a beaucoup de moments d'ailleurs qui ressemblent à du fanservice, en mode non mais tiens, ça te reparle quelque chose, regarde ce personnage, tu l'aimes bien, non? Oui, non mais aimer bien quelqu'un, ça suffit pas à écrire une bonne histoire. On dirait une bande-annonce étirée sur 3 épisodes, avec des idées intéressantes certes, mais jamais vraiment développées. Et c'est là que le bas blesse, il y a un sentiment de passage obligé, je veux dire. Ces OAV m'ont donné l'impression d'être là pour juste relier la saison 2 à la saison 3, mais pas pour exister par eux-mêmes. C'est couloir entre deux pièces, tu le traverses, mais tu t'arrêtes pas pour admirer les murs. Et franchement, moi je vois ça un peu comme du remplissage. Et honnêtement, c'est difficile de dire le contraire, ça manque d'identité propre, de souffle, de quelque chose qui te ferait dire non mais ok, mais ça valait le détour. Là vraiment, il y a rien qui vaut le détour. Après, c'est pas catastrophique, mais voilà, écoutez, c'est pas grand
grand chose. Il y a des idées, il y a des enjeux, il y a des moments intéressants, mais tout est trop convénient, tout est trop pratique, trop rapide, trop arrangé. C'est difficile de, prendre ça au sérieux. C'est cousu de fil blanc. Un peu comme un tour de magie où tu vois tout, quoi. Tu vois le trou dans le chapeau. Alors, techniquement, ça marche, mais bon, l'illusion, elle est pas là, quoi. Et on arrive à la saison 3, qui se passe des années plus tard et tout le monde est encore dispersé. La confrérie du tofu, c'est plus une confrérie. Au moins c'est réglé, c'est un groupe WhatsApp où il n'y a plus personne qui répond. Yugo cherche Adamai, qui a décidé de changer de camp et de rejoindre la fratrie des oubliés, menée par Oropo. Et évidemment, pour remettre tout ce petit monde ensemble, rien de mieux qu'un enlèvement bien placé, ce classique efficace en théorie, parce que derrière, direction la tour d'Oropo, avec des épreuves, des demi-divinités, et surtout une grosse promesse. Confrontation intérieure, enjeu psychologique, tout le packaging. Sauf que très vite, voilà, il y a quelque chose qui tombe par rond et ça se voit. Le scénario part dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que les motivations d'Oropo sont extrêmement floues. Le mec est censé être un antagoniste majeur, mais il m'a donné l'impression d'improviser ses plans comme un étudiant la veille d'un exposé. Et puis arrive la fameuse révélation finale. Et là, franchement, je vous le dis, c'est dramatique. Au lieu de renforcer l'histoire, ça la démonte pièce par pièce. Et quand je regarde tout ce qui a été vu et présenté avant, bah, je me dis, ah, mais attends, du coup, ça voulait dire quoi? Genre, c'est pas un twist, c'est un retcon des plus brutales. Et Adama, il faut en parler. Le personnage prend décision sur décision qui te donne envie de rentrer dans l'écran pour lui dire, non mes frères, réfléchis 2 secondes. C'est même plus un arc narratif, c'est une succession de choix discutables. Après, j'ai compris l'intention, voilà, conflit, tension, opposition, mais l'exécution est juste mal branlée. Et même pas forcément dans le sens, ouais, c'est bien écrit, ça me fait réagir, mais plutôt dans le sens, ça a pas de sens, pourquoi il fait ça? Et le ton aussi, c'est du freestyle total. La série tente un virage plus adulte, mais elle le fait avec la subtilité d'un coup de klaxon à 3h du mat. Il y a des blagues suggestives, de la sexualisation un peu gratuite. Ça jure complètement avec ce qu'on avait avant, et je sais pas, c'est comme si Wakfu avait décidé de mettre une veste en cuir juste pour faire plus mature. Sauf que ça lui va pas vraiment, et ça se voit. Et puis la fin, franchement, c'est pas terrible, hein. Entre Redcon, Deus Ex Machina et enjeux psychologiques qui tombent à plat, c'est un cocktail assez dégueulasse. T'as des éléments qui apparaissent pour résoudre des problèmes, un peu comme par magie, des décisions qui réécrivent tout sur tout ce qu'on pensait acquis, et des moments censés être forts, censés taper, mais qui m'ont surtout laissé un goût de tout ça pour ça. Il y a certains épisodes qui sont vraiment médiocres dans le meilleur des cas, parce que ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait des idées. La tour, les demi-divinités, le conflit interne, la réunion de la confrérie, c'était solide techniquement parlant, mais l'exécution est juste botchée, quoi. Ça donne l'impression d'un puzzle monté à l'envers. Les pièces sont là, mais l'image, elle veut rien dire. Et si je devais résumer, cette saison 3, c'est vraiment, c'est une promesse non tenue. C'est-à-dire que ça annonce quelque chose de grand, de profond, de marquant au début, et ça finit par s'en mêler dans ses propres fils. Moi, j'ai pas vraiment eu cette sensation de conclusion, j'ai eu une sensation de confusion. Et ça, pour une saga qui avait réussi jusque-là à monter en puissance, bah ça fait l'effet d'un faux pas bien bruyant. Et on finit avec la saison 4, puisque après le chaos de la fin de la saison 3, bah on enchaîne, sans pause, sans respiration, comme si la série elle-même n'avait pas envie de revenir sur ce qui venait de se passer. Donc direction Inglorium, le royaume des divinités. Sauf que, surprise, c'est en ruine. Alors ambiance fin de soirée après une fête qui a mal tourné. Les divinités ne sont plus vraiment en état de gérer quoi que ce soit, et pendant ce temps, bah une invasion de Necrom menée par Tauros débarque pour finir le travail. Et au milieu de tout ça, la confrérie doit gérer la déesse Héliatrope, les conséquences du chaos divin, et sauver le monde des 12. Voilà, rien que ça. Petit programme tranquille, vous l'aurez saisi. Bon, alors, dit comme ça a l'air énorme. On parle de divinité, de fin du monde, d'un affrontement à l'échelle cosmique, enfin je veux dire, voilà, pour une dernière saison, c'était ce qu'il fallait faire, sauf que dans les faits, bah ça manque cruellement de tenue. Les personnages prennent des décisions qui donnent l'impression qu'ils ont oublié tout ce qu'ils ont vécu avant. Adamai, fidèle à lui-même, continue ses choix des plus discutables, pour rester poli. Enfin, c'est moins un personnage qu'une machine à frustration. Et les nouveaux venus, bah, soit ils sont agaçants, soit ils sont là pour faire de la figuration améliorée. Ils sont introduits, puis oubliés plus vite qu'un mot de passe qu'on n'a jamais noté. Et d'ailleurs, le rythme n'aide pas. Le démarrage est lent, mais pas dans le bon sens du terme. C'est pas une montée en tension, c'est une attente. Beaucoup de dialogues hurlés façon shonen sous caféine, où tout le monde parle fort pour compenser le fait que le fond ne suit pas toujours. Et les combats, bah, ils sont là, mais ils manquent d'enjeux. T'as des affrontements qui devraient être décisifs. Non mais ok, là ça compte vraiment. Et puis bon, il y a un sentiment d'inachevé. La série est censée se terminer, poser un point final sur tout ça, mais moi j'ai surtout eu l'impression, oui, d'être laissé avec des points de suspension. Beaucoup de questions restent en l'air, sans réponse satisfaisante, et je sais pas. On n'est même pas dans le délire, ouais, mystère volontaire. C'est plutôt dans le délire, on n'a pas eu le temps, débrouillez-vous avec ça. C'est frustrant, surtout après un univers aussi riche,
qui méritait une conclusion propre, d'accord? Et les choix narratifs, eux, ils divisent. Certains persos importants sont sous-utilisés, presque décoratifs, alors qu'ils avaient largement de quoi porter des arcs entiers. Et globalement, il y a ce parfum de fanservice mal maîtrisé, comme si la série voulait faire plaisir à tout le monde, en même temps. Et au final, ça satisfait personne complètement. En tout cas, moi, je suis pas satisfait. Tu peux reconnaître des bons éléments, des clins d'œil sympas et des idées intéressantes, mais l'ensemble manque de cohérence. Et au fond, cette saison 4 m'a surtout donné l'impression d'un final précipité. C'est pas forcément mauvais dans l'absolu, mais c'est pas à l'auteur de ce que Wakfu a réussi à construire. Surtout après... Monsieur Nox, et oui, une saison 2 plutôt solide. C'est un peu comme un feu d'artifice annoncé grandiose, et qui finit avec quelques pétards dans l'eau un peu timides. Alors ça fait du bruit, ça brille un peu, mais toi tu restes là, les mains dans les poches, à te dire que ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Et les gars, on va s'arrêter là. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, abonnez-vous pour encourager la chaîne, boostez la vidéo, ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous pensez du GOAT Nox, prenez soin de vous, et à la prochaine.